Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la campagne arachidière. L'État valide le prix d'achat fixé par le Comité national interprofessionnel de l'agriculture, fixé à 210 francs CFA le kilogramme. C'était ce matin à l'issue d'un conseil interministériel. Il a par la même occasion décidé d'éponger les factures impayées pour une bonne campagne de commercialisation. Les déclarations rassurantes de la police après la découverte d'un obus près de la plage de la Corniche Ouest. L'engin vétuste, selon elle, ne peut être déposé que par la mer. La sortie d'Ousmane Tanordien sur un supposé malaise au Haut Conseil des collectivités territoriales. Le président du HCCT dément et se dit surpris par de telles déclarations. 5 ans de compagnonnage ponctués entre satisfaction et grincement de dents au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le PS, la LD et le PIT dans un tourbillon depuis pas mal de temps. On en parle dans ce journal. L'invité du 20h, il s'agit d'Abdoulaye Wilane, le porte-parole du Parti Socialiste. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'État du Sénégal adhère à la proposition du Comité national interprofessionnel de l'agriculture qui a fixé le prix d'achat du kilogramme de l'arachide à 210 francs CFA, la taxe de l'exportation à 30 francs CFA. Le démarrage effectif de la collecte est prévu pour le 1er décembre. C'était à l'issue d'un conseil interministériel consacré à la campagne arachidière. C'était ce matin, compte rendu signé Cheikh Tidiane Dione et Pape Sangoné Mbaye. C'est officiel, le prix d'achat de l'arachide est maintenu à 210 francs. Une hausse de 10 francs a été notée par rapport à l'année dernière. La fixation du prix au producteur qui est maintenue à 210 francs du kilogramme malgré une baisse au niveau des cours mondiaux. Je confirme ce que vient de dire le porte-parole du gouvernement. 210 francs et qu'au niveau international, aujourd'hui, le prix est de 187 francs. Sur chaque kilogramme donc acheté, le gouvernement va mettre 23 francs pour soutenir effectivement le producteur, augmenter son revenu et l'encourager à se maintenir dans la filière arachidière. L'autre point important, c'est qu'on ne peut pas faire une bonne campagne de commercialisation sans les huiliers. Pour une bonne commercialisation de l'arachide, l'État du Sénégal a mis en place un fonds destiné à l'achat de 55 000 tonnes de semences certifiées. D'autre part, le gouvernement promet de subventionner 20 000 tonnes de semences. Une collecte de 20 000 tonnes de semences écrémées pour corriger justement le déséquilibre variétal au niveau du programme de multiplication des semences. De la même manière, l'État va prendre une réserve de 10 000 tonnes de semences
destinés à la zone sud pour des questions d'équilibre. Autre décision prise par le gouvernement, c'est la taxe sur l'exportation de l'arachide, désormais une taxe de 30 francs sur le kilogramme de l'arachide décortiqué. Avec un engagement du gouvernement à ramener la taxe à l'exportation, qui est de 40 francs, de la ramener dès que possible à 30 francs, parce que cela passe nécessairement par des modifications de la structure du budget qui a été présentée à l'Assemblée nationale. Le consensus a été réalisé, donc certainement les exportateurs vont se mettre également dans la commercialisation comme les huiliers. Cela nous permettra donc de garder l'espoir. Une production de 997 553 est attendue, soit une hausse de 5% de la précédente campagne. Le démarrage effectif de la collecte est prévu le 1er décembre prochain. Cher Tidiane Dione, l'État du Sénégal donc, qui décide d'éponger toutes les factures impayées, c'est Seydou Gueye qui l'annonce. Le porte-parole du gouvernement affirme qu'un fonds sera dégagé pour les besoins. On l'écoute. C'est celle du 1er décembre pour le démarrage de la campagne de collecte. Concernant les factures en instance de la dernière campagne, elles ont été pratiquement soldées, donc on peut dire que par rapport à la campagne, sur des autorisations d'à peu près 41 milliards, il reste à peu près 2 milliards à solder et ça le sera avant la fin de l'année. De la même manière, les 4 milliards 9 que l'État doit aux huiliers seront payés avant la fin de l'année. Et puis découverte d'un obus de 400 kg sur la corniche ouest. La police rassure quant à une menace terroriste. L'engin est vieux et ne peut être déposé sur place que par la mer. Toutefois, une enquête est ouverte. Les détails dans cet élément signé Fatima Taba et Abdoulaye Diallo. Cet engin explosif a été découvert sur la plage de la corniche ouest de Dakar. Le but de 400 kg pour 1 mètre de long et 70 cm de diamètre a été neutralisé par la brigade d'intervention polyvalente. Mais la grande question est de savoir d'où vient cet engin. A priori, on pourrait dire que c'est la mer qui l'aurait refoulé là-bas. Mais bon, une enquête a été ouverte pour en savoir davantage sur l'origine de cet obus. On sait tous que la mer rejette tout ce qui ne fait pas partie d'elle. C'est un obus vieux qui pourrait même dater des guerres mondiales, qui pourrait être d'anciennes manœuvres. C'est un sculpteur de pierre qui était sur les parages, qui a découvert l'objet, je dirais l'objet, puisqu'à cet instant-là, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc cet individu a pris la peine de prendre des photos, donc il a ensuite amené au niveau du commissariat central de Dakar. Donc après avoir vu ces photos, le commissaire savait que c'était un obus, mais vieux, mais il s'est quand même transporté sur les lieux. Il a par la suite appelé les éléments de la brigade d'intervention polyvalente, les éléments de la BIP, qui sont des spécialistes en matière d'explosifs. La police rassure quant à une éventuelle menace terroriste à Dakar. Une enquête est toutefois ouverte. Il n'y a aucun lien en tout cas entre cet obus et ces actes terroristes dont on parle. C'est un obus lourd, quand même de 400 kilos. Fatima Taba, des perturbations ont vu dans le secteur du tourisme d'affaires avec la menace terroriste à Dakar. Le président de l'Observatoire national pour le développement du tourisme au Sénégal est tout de même dubitatif. Selon Mohamed Dem Faouzou, les hôtels situés en bordure de mer dans la capitale sont habitués à cette clientèle qui veille certes sur sa sécurité mais limite également ses déplacements. En sujet signé Mam Biram Diouf et Mohamed Dian. L'expert en tourisme enseignant à l'UGB écarte tout impact qui pourrait faire fléchir les hôtels situés surtout en bordure de mer à Dakar et qui font surtout dans le tourisme d'affaires. L'impact sur le tourisme de l'effet du terrorisme s'applique uniquement sur les vacanciers, sur les touristes de loisirs, sur les personnes qui n'ont aucune obligation, c'est-à-dire qui peuvent surseoir à leur voyage parce que n'étant pas une priorité ou n'étant pas un obstacle à quelque chose. Mais quelqu'un qui doit voyager pour travailler, quelqu'un qui a un contrat, quelqu'un qui a un rendez-vous, un séminaire qui est organisé, sauf à l'échelle internationale avec des menaces vraiment réelles, où le gouvernement annule ou ne donne pas de gage, eh bien ces gens-là annulent. Mais de manière générale, ce n'est pas quelque chose qui va impacter. Une clientèle qui reste tout de même informée, mais attirée
également par la quiétude et la sécurité qu'elle pourrait trouver dans des pays comme le Sénégal. À partir de ces informations-là, sauf quelques pays qui ont encore été frappés et qui ont subi quand même encore les traces de l'attaque, très peu sont encore réticents. Certains propriétaires d'hôtels joints ont préféré ne pas se prononcer sur les conséquences de cette menace terroriste sur leurs activités. Quoi qu'il en soit, Mohamed Dem s'est dit rassuré quant à la bonne marche de la prochaine saison touristique. On n'a pas ce problème-là. Le touriste ou l'homme d'affaires, en tout cas les différentes raisons qui font qu'une personne voyage, eh bien, sur ces choix-là, le Sénégal est en très bonne position. Bien que la menace plane sur Dakar, les hôtels situés dans la capitale sénégalaise peuvent ne pas subir trop de perturbations, assure Mohamed Dem. Je vous l'annonçais dans les titres, malaise au sein du Conseil des collectivités territoriales. Son président Ousmane Tanor Dieng dément et se dit surpris par de telles déclarations. Il ajoute que même si le malaise existait, des solutions seraient trouvées. Je vous propose de l'écouter. Il s'est exprimé cet après-midi au micro de Fatidjan et Younous Diatta. Mes collègues au Conseil sont étonnés qu'on puisse dire qu'il y a au niveau du Haut Conseil. Il n'y a pas de malaise au niveau du Haut Conseil. Nous travaillons dans des conditions particulièrement importantes, apaisées, civilisées. Et nous n'avons aucun problème de cette nature. On est surpris qu'on nous dise là-bas de l'extérieur qu'il y aurait un malaise, qu'il y aurait des problèmes entre les hauts conseillers et le président du Haut Conseil. Ce n'est pas la vérité et c'est ce que les conseillers ont voulu dire. Je crois que c'est très simple et ça se voit. Vous l'avez vu, vous l'avez remarqué au sein de notre institution. Ousmane Tanor Dieng, l'invité du 20h, je voulais annoncer dans les titres, il s'agit d'Abdoulaye Wilane, le porte-parole du Parti Socialiste qui est déjà sur ce plateau. Monsieur Wilane, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez suivi votre secrétaire général à propos de cette histoire de malaise au sein du HCCT. Selon vous, vous avez une idée d'où viennent ces informations? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ce que je suis, c'est maire de la commune de Kaffrine, dont je salue les populations. Et avec mes populations, je suis devenu député du département de Kaffrine, député à l'Assemblée nationale, député de la Nation. Et comme je suis issu d'une zone essentiellement agricole où l'arachide est une spéculation qui nous intéresse beaucoup, aujourd'hui que le gouvernement, après le conseil interministériel, vient de stabiliser le prix à 210 francs, c'est-à-dire la reconduction du prix de l'année dernière, je voudrais m'en réjouir et demander à mes parents paysans, agriculteurs en général à travers tout le Sénégal, à faire tout pour éviter de brader nos récoltes. Merci Wilane. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. On va continuer avec la deuxième session donc, du HCCT avec des questions liées à l'emploi des jeunes et des femmes évoquées, le financement des collectivités territoriales, le problème majeur des élus. Ousmane Tanor Dieng qui rassure, selon lui, les recommandations au sortir de cette session certainement vont trouver des solutions aux problèmes. Fatidjan, Younous Diatta, compte rendu. Une session ordinaire, deuxième du genre pour l'année 2017 du Haut Conseil des collectivités territoriales. Beaucoup de questions évoquées. Apporter une contribution à la question de l'emploi des jeunes, de l'emploi des femmes et faire des recommandations au président de la République parce que notre rôle, nous sommes une institution chargée de conseiller le président de la République sur les questions qui intéressent l'aménagement des territoires et la décentralisation. Le financement des collectivités territoriales au cœur des discussions. Nous qui sommes pour les uns des maires et pour d'autres des conseillers municipaux, nous vivons les problèmes à la base. Et c'est sur cette base-là, justement, que nous avons envoyé déjà au président de la République un avis pour lui faire des suggestions. Ousmane Tanor Dieng a également évoqué son mandat. Le président m'a nommé président du Haut Conseil. Ce n'est pas lié
aux changements qui interviennent pour les autres mandats, pour les autres membres du bureau. Le président n'est pas visé par les changements annuels au niveau du bureau du Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour cette deuxième rencontre, le thème porte sur l'aménagement du territoire et la question de l'emploi. Voilà, Willan, le HCCT quand même a été beaucoup critiqué quand le président a décidé de l'instaurer. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que c'est une organisation qui fait convenablement son travail, comme on l'a entendu dans cet élément, on en parlait d'emploi pour les jeunes. Est-ce que tout cela, quand même, cela se fait? Mais sincèrement, et vraiment au nom des intérêts supérieurs du Sénégal, je vais vous dire que c'est une institution d'une extrême utilité. Malheureusement, les gens ne se rendent pas compte de ce qui est en train d'être fait. Et c'est peut-être parce qu'ils ont fait le choix, pour cette première année, de ne pas communiquer sur ce qu'ils sont en train de faire. Premièrement, il y a qu'ils ont pu trouver un siège qu'ils sont en train d'aménager afin de lui donner le visage et le contenu d'une institution comme celle du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ils ont trouvé un bâtiment, un immeuble qui existait, au point E, qui sont en train de réaménager pour prévoir des bureaux, des salles de commission, une sorte d'hémicycle pour un peu ressembler à ce qui se passe à ce qu'il y a à l'Assemblée nationale ou bien au Conseil économique et social. Ensuite, comme c'est une institution consultative, à chaque fois qu'ils se réunissent, il y a des conclusions, des délibérations qui sont notées, consignées, mais données mais vraiment discrètement dans les règles de l'art. Est-ce que les populations ont senti ou bien vont sentir son utilité? Vous savez, quand on conseille, quand on suggère, quand on fait des recommandations, et que la personne à qui vous faites parvenir ces conseils décide, même d'aller dans le sens que vous avez indiqué, il ne vous appartient pas. Ce n'est pas républicain, ce n'est pas être un homme d'État que de sortir, bomber le torse et dire que tiens, le président est dans tel sens parce que nous avons contribué. Aujourd'hui, vous venez de l'entendre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales vient d'indiquer que pour cette année qui débute, le président ayant décidé de donner un aspect social, un cachet social appuyé au budget et à l'action gouvernementale, on va travailler sur l'employabilité des femmes, l'employabilité des jeunes, et on va mettre en place un fonds de plus de 30 milliards pour booster l'emploi des jeunes et des femmes. Et ça, c'est extrêmement important, compte tenu de ce qui s'est fait en direction des malades, avec la couverture maladie universelle, compte tenu des bourses de sécurité familiale, compte tenu du PUMA, du PUDC, de Promoville, du PRACAS et de tous ces projets et programmes de gouvernement qui visent Donc ce n'est pas une institution de plus pour une clientèle politique? Non, vous savez, moi je fais partie des plus jeunes hommes politiques de ce pays. Mais j'ai beaucoup côtoyé de grands messieurs, des hommes qui sont plus âgés que moi, qui ont blanchi sous le harnais. Des hommes d'une grande expérience et d'une expérience incontestable. C'est des hommes d'État au vrai sens du terme. Et au contact de ces derniers, on ne peut pas ne pas se bonifier. Et on sait des choses que peut-être forcément tout le monde ne sait pas. Si je vous donne l'exemple, par exemple, que devenu député, il m'arrivait, avant d'être député, de parler d'une certaine manière en tant que porte-parole. Mais quand je deviens député, mais je n'ai plus le droit de parler comme celui qui n'est pas député. Par exemple, si tu parles des questions qui sont pendantes devant la justice, un député, s'il tient au respect de l'Assemblée nationale, que lui doivent l'ensemble des citoyens, mais le gouvernement en tant que pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et les autres institutions de la République, il doit, ce député, travailler avec tout le Parlement à respecter les autres institutions. Voilà, merci Willan. On va continuer à vous parler de politique avec le Landerneau. Politique secouée par des crises profondes au sein de certaines formations de la mouvance présidentielle. Le PS, la LD, le PIT sont dans un tourbillon depuis les élections législatives et beaucoup plus loin même pour d'autres formations. Quelles sont les causes de ces péripéties au sein de ces partis? Élément de réponse dans cet élément signé Ibrahim Khan. Entre querelles intestines, guerre de positionnement, l'arène politique sénégalaise voit aujourd'hui certaines de ses écuries naviguer dans des eaux troubles. La Ligue démocratique, le Parti pour l'indépendance et le travail, le Parti socialiste, tous des formations de la mouvance présidentielle, vivent un malaise profond. Ces crises notées dans ces différentes formations semblent tirer leur source dans le compagnonnage avec la coalition Benno Bokk Yakaar. D'abord, pour les deux partis de gauche cités, le tourbillon s'annonçait à la LD dès la période préélectorale avec la démission de son secrétaire général.
À l'instar de Mamadou Ndoye, beaucoup de responsables du parti n'étaient pas favorables au compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar pour les législatives, contrairement à la majorité de l'instance dirigeante du parti. Frustrés, certains se sont investis dans la campagne pour l'opposition pendant les législatives et aujourd'hui, le parti est divisé en deux avec la mise sur pied du mouvement LD Debout pour renverser la tendance au sein des dialarbistes. Le parti pour l'indépendance et le travail semble surfer sur la même vague, sauf qu'ici, le froid fait suite au dernier remaniement ministériel qui a vu Sambassi remplacer Mansour Sy à la tête du ministère du Travail. Cette décision du chef de l'État, loin de faire l'unanimité, a fini de plonger le parti dans une zone de turbulence. Ses responsables, Ahmad Kamara, secrétaire général adjoint chargé de l'organisation des élections en tête, estimant que le choix porté sur Sambassi n'a pas été pris dans le parti. Outre la LD et le PIT, le PS vit actuellement l'une des pages les plus sombres de son histoire depuis la première alternance. Tout comme ses partis de gauche, le compagnonnage avec la coalition Benno Bokk Yakaar est à l'origine des nombreuses péripéties notées au sein des Verts. Aujourd'hui, le PS est divisé entre le clan favorable à Khalifa Sall et les pro-Tanor. Le débat s'agite même autour d'une éventuelle exclusion de Barthélémy Diaz, Aïssata Tall Sall, Bamba Fall et compagnie du PS, accusés de faire entorse à la ligne de conduite du Parti socialiste. Les dissidents, comme on les surnomme, accusent à leur tour le secrétaire général du PS, Ousmane Tanor Dieng, de torpiller les textes du Parti socialiste. Ibrahima Kane, après 5 ans de compagnonnage au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, beaucoup de satisfactions sont notées par les acteurs, des grincements dedans également. Cependant, il faut renforcer pour mieux préparer la présidentielle de 2019. Et c'est une constance pour tout le monde. C'est ce que vous allez voir dans ce sujet signé Habib Faye et Modou Diop. L'heure du blanc a sonné dans la coalition Benno Bokk Yakaar. 5 ans de compagnonnage parsemés de succès, les partis évaluent leur parcours avec l'APR. Un point très positif, mais on est loin du compte. Quand on prend le désenclavement, quand on prend la fourniture en eau potable, quand on prend la fourniture en infrastructure de base sociale, éducation, santé, etc., la couverture n'est pas encore universelle. Si on fait une évaluation globale du compagnonnage au sein de Benno Bokk Yakaar depuis 2012, nous pouvons relever des motifs de satisfaction. Parce que depuis, à chaque fois que nous sommes allés à des élections locales ou nationales, nous les avons remportées massivement. Donc cela signifie que si on fait le point sur l'évaluation, il y a incontestablement dans l'évaluation du fonctionnement de Benno Bokk Yakaar des acquis qu'il nous faut renforcer naturellement. Certes des points positifs, mais les contre-coups persistent. L'objectif n'est pas atteint, je veux dire, à 100%. Nous sommes dans une dynamique de redressement national. On peut dire qu'il y a un redressement au point que des axes ou des jalons sont posés pour aller vers la conquête de toutes ces autosuffisances dont on a parlé. Les points faibles, c'est au niveau de la base, au niveau des fédérations. Je crois qu'il faut faire des efforts qui vont nous permettre de mettre en place des structures départementales et même des structures communales. Cependant, l'avenir de la coalition réside dans l'entente. Avec toutes les perspectives heureuses qui s'annoncent. Maintenant, il faut travailler à consolider cette unité, à la renforcer et à renforcer les politiques pour lesquelles on s'est mobilisé jusqu'ici depuis 2012. C'est-à-dire faire l'évaluation du fonctionnement, maintenir les points forts, apporter des corrections aux points faibles et préparer ensemble les élections législatives, les élections présidentielles de 2019 et les élections locales. La présidentielle de 2019 pointe à l'horizon. Benno Bokk Yakaar souhaite renforcer ses acquis pour rester maître. Habib Faye, Wilane, nous allons nous intéresser au Parti socialiste dont vous êtes le porte-parole, un parti qui traverse une crise depuis même une décennie, parce qu'il y a eu Niasse qui est sorti, Feu Djiboka qui est parti, et maintenant c'est Khalifa Sall. Et à chaque fois, c'est Ousmane Tanor Dieng qui est au centre du problème. Est-ce que c'est lui le problème du Parti socialiste? Écoutez, je ne pense pas. Être contesté, c'est être constaté. C'est ma conviction. Et c'est valable au Sénégal, dans d'autres partis politiques que le PS, tout comme c'est valable à l'étranger, à travers le monde. Ce que je veux dire, c'est que les crises, les difficultés, les problèmes notés ça et là dans les partis politiques ne sont pas une génération spontanée.
ce qui est sûr, c'est que quand on fait une étude sérieuse de ces formations politiques, on peut trouver des raisons dans le passé qui peuvent expliquer ceci ou cela. Pour ce qui est du Parti socialiste, il n'y a pas de problème de ligne, il n'y a pas de problème de leadership. Il y a un problème qu'on peut imputer aux conséquences du wadisme, de ce qui s'est fait dans ce pays depuis 2000 et jusqu'à maintenant. Vous pensez quoi en disant conséquences du wadisme? Comment? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que parce que Wade est devenu président en 2000, il est arrivé que chaque Sénégalais, ou que beaucoup de Sénégalais pensent qu'eux aussi, au regard de leur parcours, de leur comportement, ils peuvent être. Tenez, dans tout le brouhaha qu'il y a dans la classe politique, c'est souvent des problèmes de positionnement, des problèmes d'ambition personnelle. Donc c'est le cas aujourd'hui au Parti socialiste. Mais pour ceux qui sont en train de vouloir saborder le parti et qui vont répondre de leurs actes dans les jours à venir, mais c'est des gens qui personne ne peut nier qu'ils n'étaient mus que par des questions de positionnement et d'ambition personnelle. D'ailleurs, ils ne font que dans cela. On ne les entend jamais développer quelque chose qui soit structuré, comme le faisait tout à l'heure Momar Samb, sur des questions de société, sur des questions liées aux conditions de vie des Sénégalais. Ce qui les intéresse, c'est des invectives, des injures, de la calomnie. Mais ça c'est des gens qui n'ont pas le même... Mais est-ce qu'en tant qu'acteur politique, quand même, ce n'est pas dans leur droit de vouloir diriger ce pays comme l'ont fait d'autres... Vous avez tellement raison, bien raison. Même le fou a raison. Mais est-ce que cela peut se faire en étant... Est-ce que a le droit de penser comme il pense. Mais nous autres, qui pensons que ce que nous faisons est de plus sérieux, ce que nous faisons est plus ambitieux pour le Sénégal et même plus ambitieux pour le parti, mais nous avons le droit de rester debout, droit dans nos bottes, mais de chercher à convaincre, à expliquer aux Sénégalais. Ce que je peux vous dire, c'est que quand même, ce qu'on appelle dissidents, mais quand même, ils sont incroyables, mais ils sont drôles. C'est la première fois que moi j'entends des rebelles, des gens qui sortent, je veux dire, des gens qui sortent de l'armée régulière, s'en prennent à l'armée régulière et tirent sur l'armée régulière en disant qu'ils sont encore de l'armée régulière. C'est pas possible ça. Il faut qu'ils soient conséquents. Mais justement, samedi dernier, on s'attendait à ce qu'ils soient exclus de manière officielle du parti et cela n'a pas été fait. Est-ce que quelque part il n'y a pas eu rétro-pédalage? Dans toutes les initiatives qui sont prises, dans tous les actes politiques que nous posons, il y a une intelligence pédagogique qu'il faut percevoir. La politique, si c'est un art tout de pédagogie. Dans les sanctions, dans les procédures, dans même le recours à la justice, nous avons une volonté de faire dans la pédagogie, de cultiver une façon de faire qui sied en république, en démocratie et dans une vie en société civilisée. Aujourd'hui, que nous avons été agressés, attaqués dans le cadre de la maison du parti, nous n'avons pas essayé de nous faire nous-mêmes. On a porté plainte pour extirper, une fois que les auteurs et commentaires seront identifiés, définitivement du combat politique, la violence. Ça, toute la politique y a intérêt. Deuxièmement, si des camarades qui se disent être en démocratie sont dans un parti, que ce soit au PS ou ailleurs, vous êtes mis en minorité, et que vous ne voulez pas accepter la minorité, vous dites, en tout cas, c'est ça mon point de vue, advienne que pourra, quel que soit le point de vue de la majorité, moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je vais faire. Mais ça, avec ça, il n'y a pas de démocratie. Avec ça, vous élisez un président avec 51%, 57%, les 49% ou les 43% vont faire quoi? On va aller vers la partition. Nous, ce que nous faisons, c'est ça qui est responsable. Nos camarades, et vous avez convoqué plein de situations qui n'ont rien à voir les unes des autres, que ce soit les raisons qui avaient conduit Moustapha Niasse à faire son appel de 16, ou bien avant lui, ce qui avait conduit Ndem si Yalla, notre regretté Djibo Leïtika, à avoir quitté le parti. Djibo n'a pas été exclu. Et ça a été courageux de leur part. Tout comme ce qui a été à l'origine du départ de Mamadou Diop, de Abdoulaye Diop Matar, de Robert Sagna, de Souti. Et chacun a son mérite, chacun a également ses limites, ou en tout cas des raisons qu'on peut évoquer pour le critiquer. Mais ce ne sont pas les mêmes raisons que celles qui ont conduit ces petits apprentis sorciers qui ne sont que des amuseurs publics, qui ont conduit... Mais ils sont toujours dans le parti, comme je vous l'ai dit tantôt, samedi, ils sont toujours dans le parti. Non, ils ne sont pas dans le parti. Comment voulez-vous dire? Mais pourquoi vous ne les... Mais je vais vous dire, si vous prenez l'exemple de ma sœur Aïssata Tall Sall,
Depuis qu'elle était candidate pour diriger le parti socialiste, candidate pour être secrétaire général du parti, elle ne met plus les pieds à la main du parti. Elle n'a même pas participé au congrès. Pourtant, péremptoire et clame partout que c'est elle qui a rédigé les statuts, la statut du militant. Mais quand même, si c'est de l'honnêteté, moi, ça me paraît être une honnêteté qui relève d'effet de manche. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre responsabilité de les exclure au lieu d'attendre l'auto-exclusion? Ça va venir, justement. Nous y mettons les formes. En toute chose, la forme importe tout autant que le fond. Nous y mettons les formes pour chaque cas. Ceux qui ont voulu attenter à nos vies, les Bamba Fall et compagnons, ils ne perdent rien à attendre. Demain fera jour. Les autres qui ont fait dans la dissidence, qui ont violé les statuts du parti, le règlement intérieur, et qui ont un comportement qui est en porte-à-faux avec ce qui est édicté par la charte du militant, mais on leur appliquera les textes. Les textes sont faits pour être appliqués par ceux qui les ont adoptés et qui ont pris l'engagement moral de s'en soumettre. Voilà, justement, Barthélémy Diaz qui fait dans la menace en exigeant le démarrage de la vente des cartes qui devrait démarrer en décembre, comme le souhaite votre camarade, le Congrès aussi. Va-t-il avoir lieu au mois de juin? M. Diaz Barthélémy est un garçon que j'ai connu, je l'ai accueilli dans le parti, je l'ai encouragé, peut-être même que je l'ai parrainé. Parce que je pensais qu'il y avait un fond positif chez lui. Mais au bout du compte, à l'épreuve du temps et des réalités, je me suis rendu compte que vraiment, lui, c'était une greffe mal réussie. C'est un amuseur public qui fait dans la théâtralisation et dans l'auto-amusement intellectuel. Chaque fois qu'il prend la parole, s'il ne débine pas des injures, des menaces, s'il ne fait pas dans un comportement qui frise un peu le jambarisme frelaté, c'est pour dire des énormités. Non, mais il est dans son combat. Mais alors, celui-là, mais franchement, il ne nous amuse pas. Il a le droit de dire que personne ne peut nous exclure, personne ne fera cela, mais ouais, bon, on verra bien. Demain fera jour. En tout cas, il ne pensait pas tout ce qui lui est arrivé depuis qu'il est en politique. En entrant en politique, il ne pensait pas que cela allait lui arriver. Maintenant, comme c'est un miraculé, parce qu'il a eu à un moment donné de bons protecteurs et de bons compagnons qui ont bien fait leur devoir, qui sont bien investis pour qu'il soit là où il est aujourd'hui, eh bien, il peut continuer à penser que demain sera comme aujourd'hui ou sera comme hier. Voilà, et le Congrès. Quand un enfant vous dites, il y a un jour devant nous, il va penser à la Tabaski. Voilà, et le Congrès, est-ce qu'il aura lieu au mois de juin? Bien sûr, nous sommes le seul parti, nous sommes le seul et unique parti politique sérieux dans ce pays. Et je le dis aux socialistes qui m'entendent ce soir, ayons confiance en nous, ayons confiance en notre référence, ayons confiance en notre offre, ayons confiance aux Sénégalais. Ils sont capables de discernement. Allons vers nos concitoyens, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos bases, pour les convaincre, les rallier et les motiver. Parce que l'avenir est au Parti socialiste. Et ce Sénégal-là ne sera ce que nous voulons qu'il soit que tant que quand le Parti socialiste sera responsabilisé comme il se doit, comme les Sénégalais le veulent. Et en tout cas, le Congrès, nous le tiendrons. Déjà, nous avons invité nos bases à évaluer les élections législatives. Et vous allez démarrer la vente des cartes au mois de décembre. Hein? Avant le 6 novembre. À partir du 6 novembre, nous allons rassembler les fruits de nos réflexions et nous allons dérouler une réflexion sur quel type de carte, quel spécimen de carte produire, quel coût appliquer à la vente des cartes. Et quand est-ce que nous allons démarrer, une fois les cartes produites, la vente des cartes. Et quand nous aurons fini faire la vente des cartes, lorsque nous atteindrons des seuils et des pourcentages qu'il faudra, qu'on considérera normal, à même de nous permettre de légitimement renouveler nos instances, nous allons le renouveler. Le mandat, il prend fin en 2018. Nous n'attendrons pas la fin du mandat pour le faire. Nous allons le faire avant même que le mandat ne prenne fin. C'est un mandat de 4 ans. Oui, un mandat de 4 ans. Et nous sommes le seul parti qui le fait. Nous sommes le seul parti qui organise un congrès. Nous sommes le seul parti qui réunit régulièrement ses instances. Nous sommes le seul parti qui débat démocratiquement de toutes les décisions. Et malheureusement, comme il y a des gens qui confondent démocratie et démocratisme... démocratie, vous l'avez dit, Barthélémy Diaz qui a déjà déclaré sa candidature au poste de secrétariat. Mais je vous dis, celui-là, pour moi, et pour 82 secrétaires de coordination sur 138 qui ont pris la parole, alors que tous les autres ne pensent pas moins que cela, il n'est même plus considéré comme un socialiste. Parce que, écoutez, monsieur, quand en plein hiver, en plein ramadan, vous vivez avec quelqu'un dans une maison, le matin, après avoir fait votre nafila la veille, il se réveille au petit matin, il prend son khid, et toute la journée, vous êtes à jeun, après avoir prié la prière
fait la prière de Tisbar, si vous le voyez se diriger vers le frigo, arrivé au frigo, il l'ouvre et s'empare d'une bouteille, qu'elle contienne de l'eau ou du lait, qu'il en prenne au moins 1 litre. Vous n'avez pas besoin de crier ou de le taper pour dire que vous avez coupé votre jeu. Laissez-le au premier rang, il se rendra compte qu'il a coupé son jeu. Et c'est ce que les Barthélemy et autres ont fait. Ils ne sont plus du parti. Voilà, ils s'accrochent aux questions qu'on leur pose par rapport aux parti pour exister. Mais c'est de piètres hommes politiques, c'est de mauvais négociateurs. La preuve, la ligne du parti, ligne de compagnie avec Benno qu'ils ont combattu, mais sentir mieux que la ligne qu'ils ont incarnée. Ils étaient en coalition. Ils se trouvent avec combien de députés? Et parmi ces députés, il n'y a qu'un socialiste potentiel. S'il n'est pas à l'Assemblée nationale, il n'y aura même pas un ancien socialiste comme eux. Voilà, Wilane, le temps est pratiquement épuisé. 40 jours que l'Assemblée nationale est installée. Vous êtes maintenant député depuis ces 40 jours-là. Qu'est-ce que vous faites? J'espère que vous ne faites pas que dormir. Je viens de quitter l'Assemblée nationale par respect à votre invitation, par respect aux Sénégalais et aux téléspectateurs qui vous suivent, pour venir répondre à votre invitation. Mais dès que j'aurai fini, je retournerai à l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est en train d'échanger avec les députés en commission technique. Ce matin aussi, nous avons reçu le ministère de la Justice. Alors, pour dire quoi? Ça me permet de revenir au premier élément de votre journal. On parle beaucoup ces temps-ci de terrorisme. Je veux rassurer les Sénégalais. Et je veux rendre un hommage aux forces de sécurité de l'ordre de ce pays. S'il y a eu ce débat-là, c'est parce que dans les réseaux sociaux et via les modes médiatiques, un pays ou une ambassade a diffusé une information alerte. Mais nos forces de sécurité et de l'ordre sont au courant de tout ce qu'un pays ami peut savoir sur nous, dans notre pays et dans notre sécurité intérieure. Nos forces de sécurité et de l'ordre n'ont pas fait de la publicité parce que ça, ce n'est pas bon pour l'économie, ce n'est pas bon pour l'image du Sénégal, ce n'est pas bon même pour de potentiels investisseurs. Ayons confiance en nous, continuons à signaler à nos forces de sécurité et de l'ordre tout élément que nous remarquerons, tout comportement suspect que nous remarquerons pour veiller à notre sécurité. Voilà, le Sénégal doit rester un pays. Voilà, merci M. Wilane. Une toute dernière question. La radio communautaire de Kaffrine qui vous appartiendrait émettait dans l'illégalité et a été fermée. Vous confirmez? Vous savez, moi je vous ai dit, j'apprends à me bonifier. Par exemple, sur beaucoup de questions, les gens me disent, mais vous aviez dit telle chose, aujourd'hui ce que vous dites diffère de ce que vous aviez dit. Non, je ne change pas, mais j'évolue. Je me bonifie parce que j'apprends au contact des hommes, au contact des réalités. Je n'ai pas envie de ne pas être moins qu'un homme d'État. Je n'ai pas envie de ne pas être un bon allié, un bon compagnon. Pour cette raison, à propos de la radio de Kaffrine, on ne m'amènera pas à polémiquer ni avec le gouvernement, ni avec l'ARTP, encore moins avec le CNRA. Je continue à faire mon travail et je continue à faire confiance à mes partenaires alliés. Et sous ce rapport-là, j'ai tellement de respect pour Ousmane Tanor Dieng et Macky Sall, j'ai tellement de respect pour Moustapha Niasse et les compagnons qui sont avec beaucoup de leaders dans Benno Bokk Yakaar pour ne pas me permettre de m'offrir. La radio est fermée ou pas? Non, elle est là, elle fonctionne normalement. Mais je ne vous dirai pas plus que ça. Voilà. Merci, merci Monsieur Wilane. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h. Merci bien. Voilà. Bon courage. On continue cette édition avec l'affaire de la drogue de l'hôtel Lamentin Beach. La cour d'appel de Saint-Louis condamne Luc Nicolaï de 5 ans de prison ferme, dont 1 avec sursis. La juridiction a aussi lancé un mandat d'arrêt contre le promoteur en plus d'une amende de 300 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts à Bertrand Touli, 100 millions, et l'hôtel Lamentin Beach, 200 millions. Son avocat, maître Baboukar Cissé, compte faire un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême pour l'annulation de la décision. Les populations d'Agnac haussent le ton en assemblée générale. Elles réclament un poste de santé et l'électrification du village. Ces populations menacent de descendre dans les rues si rien n'est fait. Les détails dans cet élément signé Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Assemblée générale des notables d'Agnac pour discuter des difficultés que traverse ce village qui compte au total 7000 habitants. Leur première doléance, que l'État érige leur case de santé en poste de santé. Depuis plusieurs années,
les populations ont fait des plaidoyers pour ériger cette case en poste de santé. Parce que Agnac, c'est le 4e village le plus peuplé du département de Ziguinchor. 7000 habitants. Agnac à la frontière avec 3 communes, Kamarakunda, Niaguis et Adéan. Donc du point de vue de sa situation, Agnac est un carrefour. La case de Agnac, elle fait plus de 200 consultations par mois, plus de 15 accouchements par mois, et sans compter les autres prises en charge. Nous n'avons pas suffisamment de matériel, nous ne prenons en charge que les accouchements inopinés. En cas d'évacuation sur Ziguinchor, nous n'avons pas d'ambulance. Et il y a des chauffeurs de transport en commun qui refusent d'amener des femmes enceintes. Ce qui fait que nous avons tout un tas de problèmes pour évacuer les femmes sur Ziguinchor. Il nous arrive même de pleurer. Franchement, je n'en peux plus. Je ne peux plus travailler dans ces conditions. Malgré l'accompagnement de partenaires, cette difficulté persiste encore. Par rapport à ce que j'ai entendu ici, je pense que ça ne doit pas poser un problème que Agnac soit érigé en poste. Agnac n'est pas suffisamment électrifié alors qu'il est l'un des villages de la commune de Niaguis qui abrite l'unique centrale électrique des régions de Sédhiou et Ziguinchor. Et cela aussi doit être corrigé. C'est très possible. Parce que Agnac est dans l'arrondissement de Niaguis qui abrite la centrale électrique. Aujourd'hui, tous ces villages-là ne peuvent pas parler encore d'un problème d'électrification. Ces populations n'excluent pas de battre le macadam si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Nous parlons de toute autre chose avec la dépravation des mœurs qui inquiète les habitants de l'île de Ngor. La population, dans toutes ses composantes, a décidé d'éradiquer la prostitution qui atteint des proportions inquiétantes dans la localité. Un reportage signé sur place. Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. Incroyable mais vrai, sur l'île d'Ngor, de la vie de ses habitants, l'île souffre de tous les maux, une situation qui irrite les Ngorois qui veulent s'ériger en bouclier pour éradiquer ce fléau. La prostitution, hélas, est devenue plus qu'une réalité sur cette île-là. Mais aujourd'hui, c'est plus qu'un mal, c'est quelque chose qui est venu gangréner un petit peu toutes. Les filles sont dehors, quasiment nues. Elles deviennent de plus en plus prostituées et toxicos. Certaines d'entre elles se payent le tout-payé de tenir des pancartes sur lesquelles il y avait marqué prostitution, promotion. Constatant ces méfaits pervers, ces pratiques occultes. Leur slogan « Zéro prostitution en marche », même des sermons sont prévus ce vendredi pour sensibiliser la masse. Vendredi prochain, le sermon de l'imam de la mosquée va porter sur la débauche sur l'île de Ngor. Nous inviterons toutes les populations pour échanger vraiment sur le phénomène qui est devenu inquiétant. Désormais, les piroguiers ont décidé de laisser à quai toutes les filles de joie déjà identifiées. C'est un constat qu'on ne peut pas nier. Ce qu'on a décidé ensemble avec le soulèvement social qui a eu toutes les associations de Ngor qui sont réunies, oui, on a pris l'engagement, nous, transporteurs, d'interdire toute traversée aux prostituées. Les racoleurs et les proxénètes sont aussi dans la ligne de mire de ces associations. Ces Ngorois interpellent aussi l'État à prendre des mesures. Ils comptent organiser un grand rassemblement ce dimanche sur l'île de Ngor. Pape Faraning, un peu plus de quiétude dans certains établissements scolaires de Dakar. Les opérations de déguerpissement ont fait leur effet, mais elles n'ont pas fait que des heureux. C'est le cas aux abords des écoles Aliou Ndoye et Amadou Lamine Diène où les lavandières ne digèrent toujours pas leur déplacement. Reportage signé Moussa Ngom et Abdoulaye Diallo. Quelques jours auparavant, les abords des écoles Amadou Lamine Diène et Aliou Ndoye de Gueule-Tapée n'offraient pas la même vue déserte. Les lavandières occupant autrefois les lieux ne sont pas encore résolus à s'en éloigner. Malgré un robinet cadenassé et une place de travail qui leur est désormais interdite, elles se disent obligées de squatter les lieux faute d'alternatives. Il a fallu qu'on me prête un local pour que je puisse laver les habits de mes clients. On ne travaille plus. Depuis lors, c'est ici qu'on passe nos journées. Même quand on part à l'ombre, ils nous chassent de là. Pourquoi veulent-ils qu'on parte? Nous ne faisions rien d'autre qu'essayer de gagner nos vies ici.
Autre décor d'appel déguerpissement aux alentours du lycée mixte Maurice Delafosse. Pour le professeur Moustapha Faye, il s'agit d'une mesure salutaire mais qui a tout de même engendré de légers désagréments. Si à l'intérieur on vend des sandwichs à 500 francs, à 600 francs, il y a des élèves qui n'ont pas ces moyens-là. Il y en a qui ont 100 francs, il y en a qui ont 200 francs. Par exemple, quand j'ai eu le projet de fermer l'école pour que les élèves y restent, certains élèves ont attiré mon attention pour me dire que quelquefois ces 100 francs que j'ai, je peux acheter des beignets dehors, mais peut-être qu'on va travailler avec ceux qui ont installé des kiosques à l'intérieur pour leur demander de baisser les prix pour les élèves. Mais la suppression des installations anarchiques n'est pas le seul facteur d'amélioration du cadre pédagogique. Le seul bémol, c'est que la nuit, les gens viennent afficher n'importe comment. Même si on repeint, ils vont afficher là-dessus. Je crois que le déguerpissement doit s'accompagner d'une sensibilisation des Sénégalais. Il faut qu'on ait un esprit civique. Cette série d'opérations décidées par les autorités administratives en accord avec certaines communes n'a concerné pour le moment que certaines écoles. Restait prévu pour les prochaines semaines, mais le désencombrement total des environs d'établissements risque d'être laborieux. On l'a annoncé hier dans cette édition, le leader du Super Étoile accueilli en grande pompe à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Après son prix obtenu au Japon, le roi du Malakh se dit très fier et appelle les jeunes à travailler davantage. Il a rejoint tout de suite après le domicile de sa maman à Sacré-Cœur 3. Aïssatou Païfal et Modou Diop étaient avec lui. Accueil digne d'un roi à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Rien n'a été laissé au hasard pour accueillir le roi du Malakh. À son arrivée, le lauréat du Premium Imperiale tient à préciser que cette récompense n'est que le fruit d'un dur labeur. Ne croyez en rien. D'abord, il faut avoir le talent et après, il faut travailler. C'est comme si on sème, on récolte. Voilà, travailler. Moi, je ne connais que le travail. Je fais ça, je n'ai pas le temps d'autre chose. Je travaille et après, bon, voilà, les récompenses sont là. Une consécration dédiée à ses amis artistes. Il fait au jour d'aujourd'hui la fierté de tout un continent et c'est un artiste hors pair d'une dimension mondiale et vraiment à chaque fois il le démontre et je pense que c'est à saluer. Je pense que c'est un honneur et ce n'est pas quelque chose qui est bizarre pour Youssou Ndour. Je suis venu pour l'accueil parce que Youssou c'est une fierté nationale. C'est un patrimoine national vivant. Et je pense que si on est là ce soir, c'est pour le sacre qu'il a réussi à gagner. Bel hommage rendu par ses parents. Étonnant, c'est le travail qui paye. Il a bien travaillé, il a gagné. Ça ne m'étonne pas parce que c'est un travailleur et moi je travaille. Il n'y a que le travail qui paye dans la vie. Même c'est bon Dieu, devant le bon Dieu, il n'y a que le travail qui paye. Il faut travailler durement, mais honnêtement. L'administrateur du monument de la Renaissance loue la créativité d'un homme exceptionnel. Il porte à travers sa musique tout un continent, toute une culture, toute une civilisation qu'il a chanté dans toutes ses formes, qu'il a chanté et qu'il a joué sur tous les rythmes, mais qu'il a dit également sur des formules qui traduisent ce que nous avons de plus authentique. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il traduit cette authenticité à travers des éléments de la modernité. Ana ku ko def
Et ça te paye, merci. Un mot de sport avant de boucler cette édition. Momar Mbaye, président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, ne compte pas briguer un nouveau mandat à la tête de cette instance après 15 ans d'exercice. Une décision qui ne surprend pas certains analystes sportifs du pays. Selon eux, la discipline a besoin d'être boostée de 109. En sujet signé Habib Faye et Mardien. Le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme ne compte plus postuler à un autre mandat à la tête de cette instance. Une déclaration qui vient à son heure, disent certains analystes sportifs. Car le parcours de Momar est parsemé d'échecs. C'est une sage décision dans la mesure où il faut quand même savoir se retirer à temps. L'athlétisme sénégalais aujourd'hui est en train de vivre des moments difficiles. L'athlétisme est même en bas. Et à terre, il faudrait que quelqu'un puisse le ramasser. Et je pense que Momar a tenté, a essayé avec son équipe, mais jusque-là, ils ne parviennent pas à donner quelque chose. Ça fait bientôt 14 ans que cet athlétisme ne parvient pas quand même à se distinguer. Je ne dis pas que Momar est un mauvais président, mais peut-être que Momar n'a pas su réunir les concessions dynamiques qui auraient pu lui donner des résultats escomptés pour l'athlétisme. Je pense que cette déclaration de Momar vient à son heure. Depuis 2003, le Sénégal n'a pas eu de médaille au championnat du monde. Aujourd'hui, les analystes dressent le profil de son successeur. Il va falloir que nous cherchions un président qui peut au moins booster l'athlétisme. Et je pense à El Hadj Amadou Diaba, qui est aujourd'hui très légitime. C'est une candidature très légitime, qu'on le veuille ou pas, la candidature de El Hadj Amadou Diaba. La personne qu'il nous faudrait au moins après le départ de Momar, c'est El Hadj Amadou Diaba. C'est quelqu'un qui a beaucoup eu à apporter. C'est le seul médaillé olympique. Un médaillé olympique ne court pas les rues. Quant à Omar Diarra, il suggère le travail à la base pour hisser l'athlétisme. C'est essayer de travailler en attendant qu'ils partent avec les gens qui sont supposés peut-être avoir beaucoup plus de connaissances et d'expérience, mais une certaine expertise dans le milieu pour les approcher, les appeler tout de suite pour que l'athlétisme puisse se relever. 2003, année de gloire pour l'athlétisme sénégalais. Depuis, les athlètes du pays n'ont plus de succès. Est-ce dû à la longévité du président à la tête? Son successeur fera-t-il mieux? Cependant, l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise d'athlétisme est prévue en décembre de cette année. Merci à vous, Habib Faye Mardian. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.